Salut à tous, nouvel épisode et aujourd'hui le volume 2 des anecdotes en vrac. On va évoquer des faits en tout genre survenus durant la Seconde Guerre mondiale et on commence tout de suite avec la première d'entre elles. Nous sommes dans la nuit du 7 au 8 juillet 1941 à bord d'un Vickers Wellington, un bombardier britannique qui effectue une mission sur la ville de Münster en Allemagne. Durant le vol de retour, l'avion est attaqué par un chasseur de nuit allemand, ce dernier est abattu par le mitrailleur de bord et le bombardier anglais poursuit donc sa route. Mais très vite, le moteur tribord, le moteur droit, semble avoir été touché. De la fumée pénètre dans le fuselage de l'appareil et un important incendie se déclenche sur l'arrière du moteur. Les extincteurs ne permettant pas d'atteindre l'incendie, le commandant de bord ordonne à l'équipage d'abandonner le navire et de sauter en parachute. C'est alors qu'entre en action James Holland Ward, le copilote de l'appareil. James est néo-zélandais et pour lui l'appareil n'est pas fichu, l'incendie peut être maîtrisé. Il se propose alors pour sortir sur l'aile en plein vol afin d'éteindre les flammes avec une housse de protection de moteur. Accroché à une corde tenue par un de ses équipiers, il s'extrait du fuselage et commence à s'avancer sur l'aile. Aidé d'une hache incendie, il perfore par endroits la coque afin d'avoir des prises pour ses mains et ses pieds. De la sorte, il progresse sur l'aile et parvient jusqu'au moteur en feu. Et en effet, ce dernier s'éteint dès lors que James le recouvre de la housse précédemment évoquée. Cette dernière finit par s'envoler mais l'incendie est stoppé et ne reprend pas. L'avion désormais sécurisé poursuit son vol et rentre en Angleterre. James Holland Ward est décoré de la Victoria's Cross, la plus haute distinction pour un soldat britannique. Il meurt malheureusement dans une autre mission 2 mois plus tard, le 15 septembre 1941. L'ordre pour qu'il rentre au pays en tant qu'instructeur venait d'être approuvé ce même jour. Pour le fait numéro 2, on va parler des armes V allemandes. Vous avez déjà sans doute entendu parler des armes V1 et V2, respectivement des bombes volantes et des fusées. Il s'agit d'armes de représailles destinées à l'origine à frapper le Royaume-Uni, même si plus tard dans la guerre, elles seront parfois aussi utilisées contre des cibles sur le continent. Ce que l'on sait un peu moins en revanche, c'est qu'il existait aussi une arme V3, sous forme cette fois-ci d'un énorme canon. L'idée c'est de créer une longue rampe avec plusieurs culasses, chacune d'entre elles provoquant une poussée jusqu'à la culasse suivante, et ainsi de suite, ce qui entraîne une vitesse de sortie extrêmement amplifiée pour un rendement de 10 obus par minute. C'est du brutal. Un premier site de lancement est créé à la forteresse de Mimoyek dans le Pas-de-Calais où 25 canons V3 doivent prendre place. Mais nous sommes à la fin de l'année 43 et le site est régulièrement bombardé par les Alliés. Quelques mois plus tard, ces derniers progressent en Europe et arrivent sur zone. La forteresse est capturée et condamnée avant même d'avoir servi. Un autre site est aménagé en Alsace mais n'a également pas le temps d'être utilisé. Un autre est construit en Allemagne, des coups sont tirés mais la guerre touche rapidement à sa fin et l'arme n'est finalement que peu employée. A noter que les Allemands développaient aussi une arme V4, une fusée encore, mais là aussi par manque de munitions et de temps vu que les Alliés progressaient rapidement, le projet est suspendu sans avoir beaucoup servi. Fait numéro 3, on va évoquer l'opération Aphrodite. Il s'agit d'une succession de missions de l'US Air Force consistant à envoyer des bombardiers en fin de vie et bourrés d'explosifs se cracher littéralement sur des points stratégiques allemands, notamment des sites de lancement de V1 et V2. Ces sites sont en effet hautement bétonnés et les bombardements classiques ne suffisent pas. Ici l'idée c'est que 2 pilotes soient là pour faire décoller l'appareil, armer les explosifs, puis s'éjecter, l'avion étant désormais télécommandé à distance depuis un autre avion volant non loin de là. Une opération alternative de l'US Navy, baptisée Anvil, a lieu dans le même temps. Le concept est identique, un bombardier bourré d'explosifs, un équipage qui s'éjecte et un téléguidage jusqu'à l'impact, mais cette fois-ci la cible n'est ni un site de V1, ni un site de V2, mais un site de V3, le site de V3 que je vous évoquais précédemment. 2 hommes se portent volontaires pour cette mission, parmi eux un certain Joseph Patrick Kennedy Jr., frère aîné du futur président John Fitzgerald Kennedy. Le 12 août 1944, les 2 hommes décollent à bord de leur B-24 Liberator chargé de plus de 10 000 kg d'explosifs et rejoignent leur escadrille. Et alors qu'ils venaient de céder les commandes de l'appareil et qu'ils s'apprêtaient à sauter de l'avion, c'est l'avion qui a sauté avant eux. Toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. Alors évidemment, on ignore précisément les causes de l'incident, même si la théorie la plus avancée évoque un dysfonctionnement électrique au niveau des détonateurs. Au final, le bilan de ces opérations est extrêmement médiocre, le téléguidage est imprécis, les cibles sont généralement ratées, et du coup le projet est abandonné. Du côté Kennedy, il faut savoir que c'est justement Joseph qui était destiné à présider un jour les États-Unis. Suite à sa mort prématurée, c'est finalement son frère John qui sera poussé vers cette carrière,
lui qui s'orientait plutôt vers d'autres horizons. Numéro 4, on quitte les airs pour aller sous l'eau. Sous l'océan. Je ne sais pas si les épaves de bateaux évoquent pour vous quelque chose, moi personnellement ça me fascine. On parle de géants des mers transportant des centaines de personnes, et puis d'un instant à l'autre, ces géants sont engloutis, les âmes à leur bord également, et les coques s'en vont s'échouer au fond de l'eau, emportant leurs secrets avec elles. Eh bien le destroyer américain USS Samuel B. Roberts détient un record puisqu'il s'agit de l'épave la plus profonde au monde retrouvée à ce jour. Elle repose à 6895 mètres de profondeur. À titre de comparaison, celle du Titanic repose elle à seulement 3821 mètres. Le USS Samuel B. Roberts a été coulé le 25 octobre 1944 au large des Philippines lors d'un affrontement avec des navires japonais. C'est l'équipe du milliardaire Victor Vescovo qui a découvert l'épave du navire. Le précédent record appartenait à un autre destroyer américain, le USS Johnston, coulé le même jour lors de la même bataille et découvert par la même équipe de chercheurs. Dites-moi dans les commentaires si pour vous le record peut encore tomber. Voilà, c'est tout pour les anecdotes en vrac du jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît. Si c'est le cas, peut-être que le volume 3 arrivera plus vite que prévu. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir le volume 1, je vous mets le lien en haut de l'écran et aussi dans la description. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, n'hésitez pas à continuer de m'aider à la faire grandir. Pour cela, c'est très simple, pensez à mettre un pouce, pensez à vous abonner et n'hésitez pas non plus à faire un don si mon travail vous plaît. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.